promener son micro et sa caméra. Et voilà ce que pensent les gens d'Alger. Les Algériens sont avec Saddam Hussein, puisque Saddam Hussein se retrouve tout seul contre tout le monde. L'Irak doit se retirer du Koweït, si la Syrie se retire du Liban, si Israël se retire des autres pays, des terres arabes occupées. Ça, c'est un problème arabe qui regarde uniquement les Arabes. Maintenant, nous avons un point de repère, tous les catholiques et les chrétiens sont contre les musulmans. Moi, je lance un appel au président Saddam Hussein. Je suis prêt à ce qu'il me mette 20 kilos de dynamite et qu'il m'envoie n'importe où. Je pète, moi, et la dynamite. Monsieur Bush, là, c'est comme ça qu'il s'appelle, là, je crois. Hein. C'est le bonhomme qui, à chaque occasion, essaie de montrer ses biceps, là. Hein. Les États-Unis n'ont rien à faire dans la région et ils n'ont pas de leçon à donner au monde. C'est le grand gendarme, c'est connu. Saddam Hussein, c'était un dirigeant arabe et c'est tout. Mais là, depuis que l'Occident s'est mobilisé contre lui, il est en train de devenir un peu le héros des Arabes, tout comme un peu Nasser l'a été à un moment donné. Voilà. Bien, monsieur Ahmed Ben Bella, vous êtes en duplex avec nous, vous êtes à Alger, vous n'avez pas l'image, mais je pense que vous avez dû déjà percevoir un peu le son de ce débat. Je voudrais que vous interveniez notamment parce que votre position ici, qui a paru quelque peu extrémiste, a surpris. Vous êtes revenu de Bagdad en disant que vous compreniez Saddam Hussein, qu'il fallait le comprendre. Moi, je voudrais savoir en quoi Saddam Hussein vous représente et en quoi son combat est le vôtre. Oui, j'ai écouté très attentivement ce débat. Je dois dire, je n'ai pas pu, comme je ne suis pas sur le plateau, je n'ai pas pu discerner exactement, assez clairement ce qui se disait, mais enfin, disons que j'ai compris d'une façon générale, enfin, le sens des interventions. Moi, je voudrais dire ceci. Depuis tout à l'heure, bon, c'est un point de vue qui s'est développé. C'est le Nord qui parle, à part notre sœur qui vient de parler maintenant. Il y a un discours dans le Nord qui est favorable, qui est défavorable. Je souhaiterais dire un mot d'un arabe qui voit les choses de l'autre côté. Comme je viens effectivement de Bagdad, dire aussi comment lui voit les choses. Je crois que ce ne serait pas inutile. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit d'ailleurs, et je pense que ça a été très, très sensé de sa part de soulever ce point. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas de morale chewing-gum. Vous savez, comme mastique à droite ou à gauche, selon les circonstances. C'est-à-dire que vous avez le même jugement. Personnellement, écoutez, personnellement, j'ai condamné l'intervention irakienne au Koweït. Dès le début, j'ai condamné cela. Dans l'affaire du Golfe avec l'Iran, j'ai condamné l'intervention de Saddam. Tout le monde se rappelle cela. J'ai condamné notamment l'action de l'Irak lorsqu'il a gazé les Kurdes. Je ne me souviens pas qu'il y ait beaucoup de voix qui soient élevées à ce moment-là pour condamner cela. Hein. Je me méfie beaucoup des analogies, vous savez, de ce catastrophisme évoqué par notre ami Khan. Hein. Bientôt, nous allons avoir des guerres entre les Arméniens, l'État et toutes les minorités du monde vont ouvrir le feu, je ne sais pas sur qui, etc. Et les analogies, je me méfie beaucoup des analogies de Munich, etc. Vous savez. Et si vous avez le droit, condamné... la morale... Écoutez, oui, non, je voulais juste vous poser une question. Je voulais juste vous poser une question. D'autant plus que je suis... oui, loin, je ne suis pas sur votre plateau. Précisément, je vous avais précisé la question. Si vous avez condamné l'intervention au Koweït, vous avez condamné le gazage des Kurdes, qu'est-ce qui est suffisamment fort pour justifier précisément votre soutien? Ce qui est fort, c'est parce que nous sommes convaincus, ici, dans nos latitudes, qu'on ne dit pas toute la vérité, qu'il y a beaucoup de non-dits, énormément de non-dits. Je voudrais dire un peu comment on voit les choses, un peu de ce côté-là. Nous voyons, alors que quelqu'un sur le plateau a dit, nous allons à un consensus fantastique, nous allons à la paix dans le monde, voilà, tout est réglé. Moi je dis, ici nous disons, oui, nous allons à un consensus de la Pax America. Nous allons à un consensus d'un grand gendarme qui va, maintenant que le système socialiste s'est écroulé, qu'il n'y a plus de bipolarité, nous avons maintenant un pôle qui s'appelle les USA et qui vont tout
ordonnés, tout stérilisés. Il ne faut plus qu'un mouton sorte du troupeau. Il faut qu'il revienne tout de suite, sinon on lui donne un grand coup de bâton. Vous savez, on se méfie beaucoup de cette charge au pas du Conseil de sécurité à se réunir, à voter des décisions avant même que les intéressés les réclament là-bas. Alors voilà, nous avons vu tous les 10 ans les escadres américaines s'en aller au Moyen-Orient. Une fois, rappelez-vous, c'était pour le Beyrouth. Les escadres françaises, italiennes, etc. Puis repartir. Et ensuite, ça a été l'équipé pour tuer Gaddafi. Ensuite, ça a été l'équipé pour régler le compte à Khomeini par Saddam interposé. Maintenant, c'est Saddam. Demain, je ne sais pas qui. Toutes les 10 années, nous avons une escadre qui s'en va. Maintenant, c'est le monde entier, c'est le monde occidental. Australie comprise, et Danemark ou Norvège, je ne sais plus. Elle a une frégate, elle est là-bas. Alors, ce n'est pas Saddam qui nous intéresse en tant qu'homme. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Moi-même, j'ai précisé que j'ai beaucoup condamné Saddam. Mais il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Les Arabes sont convaincus que les Américains, maintenant qu'ils dominent le monde, eh bien, qu'il y a un scénario qui était déjà préétabli bien avant le Koweït. Il n'y aurait pas eu de Koweït, il y aurait 10 autres occasions qui leur auraient permis eh bien, de réaliser ce qu'ils veulent. Il y a pour la première fois dans l'histoire des Arabes, un pays qui a, disons, une arme de dissuasion. La fameuse arme de dissuasion du général de Gaulle. Mais celle-là, il n'y a pas de bombe atomique, mais des missiles et des produits chimiques qu'on lui a fournis d'ailleurs d'une façon très généreusement. Ça suffit quand même pour servir d'arme de dissuasion. C'est cela qu'on fait. On ne veut pas seulement la tête d'un homme, on veut ça. Madame Garou tout à l'heure a dit qu'il fallait absolument enlever ça pour les vertus et les grandes valeurs occidentales, je ne sais pas quoi. Enfin, bien, ce langage, on l'a trop entendu de ce côté-là, vous savez. L'Algérie a été colonisée, les Arabes ont été colonisés, c'est un langage que nous connaissons, nous le rejetons. Parce que nous aussi, nous avons droit à la vie, nous avons droit à avoir des valeurs, autres que celles qui sont occidentales. Nous avons droit d'avoir notre façon, notre philosophie de la vie. Si je comprends bien, M. Benbella... Écoutez, alors c'est ça. Si écoutez, je comprends bien, votre combat en faveur de Bagdad, c'est au fond contre les valeurs occidentales. Oui, mais les autres vont parler aussi. Les autres vont parler. Non, justement, laissez-moi terminer. Et les autres vont parler. Vous savez, je vous ai entendu pendant 1 heure. Écoutez, laissez un arabe parler 5 minutes. Mais tout le monde parle à son tour sur ce plateau. Personne n'a parlé très longtemps. 5 minutes. Voilà. Alors écoutez, il n'y a pas de logique chez vous. Quand vous parlez de vos enfants otages, vous prononcez le blocus qui est en loi internationale, la guerre. Et vous vous étonnez qu'il arrête vos ressortissants. Quand vous parlez de vos enfants, il n'y a que vos enfants, qui sont 10 000, mais les 4 millions d'enfants des Irakiens, vous n'en parlez pas. Vous parlez de blocus, de renforcer le blocus. Vous dites que c'est un dictateur, mais c'est les enfants de ce dictateur que vous pénalisez. Bien. Quelle est la logique dans ce groupe? Monsieur Benbella, je voudrais qu'on réponde ici sur le plateau. Je vais vous dire maintenant attendez, je vais vous redonner la parole, mais je voudrais qu'on réponde ici sur le plateau, parce que personne, c'est vrai, vous l'avez entendu, n'a fait de longs monologues. Marie-France Garot, vous étiez mise en cause très directement. Je voudrais simplement poser une question. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il est possible que les Arabes acceptent la présence d'Israël au Moyen-Orient? Cela dépend beaucoup d'Israël. Non, est-ce qu'il est possible? Cela dépend beaucoup d'Israël. Écoutez, si Israël se déclare porteur justement de valeurs dans un espace arabe, si Israël a 3 millions d'habitants, pense normaliser une région où il y a 200 millions d'Arabes dans 15 ans, 400 millions d'Arabes, ça ne marchera pas. Mais est-ce que cela peut marcher lorsque les Arabes nient le droit à l'existence de l'État d'Israël? Laissez-moi un peu parler. S'il veut vivre avec les Arabes, et les Juifs ont toujours vécu avec les Arabes, ce sont nos cousins. Ils sont les fils de Sarah, nous sommes les fils d'Agar. Rappelez-vous, la concubine. Très bien, mais quelle sorte d'État vous voulez là? Quelle sorte d'État vous voulez? C'est un État binational? Écoutez, je suis pour la position de l'OLP, je suis pour une négociation, sincèrement. Bien. Vous voudrez qu'on aille? Alors écoutez, je pense sincèrement qu'il y a une seule chose à refuser, c'est la guerre. Parce que c'est la première fois
qu'il y a des armes de destruction dans l'histoire de nos pays. C'est la première fois que nous allons à une guerre avec des armes de destruction totale. Et je peux vous dire que de l'autre côté, il y a ces armes. Bien, je viens de là-bas. Monsieur Benbella, attendez, un instant, maintenant, on va vous répondre un petit peu sur le plateau. Un ordre Alors, arabe, laissez-moi terminer ce que j'ai à dire et je répondrai aux questions après. Je vais dire... Un mot, Monsieur Benbella, parce que chacun s'exprime ici, personne ne s'exprime un seul mot, je dis qu'il y a des chances de paix, je vous assure. Je suis bien renseigné. On peut aller à la paix. Le dernier discours de M. Mitterrand... Mais on peut aller à la paix comment? C'est ça la question ce soir, c'est celle-là. Selon le discours, selon le plan proposé par M. Mitterrand, qui est très intelligent. Il ne faut pas de préalable, il ne faut pas prononcer des dictats, il faut ceci au nom de la loi, au nom de ceci. Non. Mais attendez, je ne veux pas être l'interprète du président de la République, mais je crois que Jean Coffrel pourrait vous dire qu'il y a deux préalables qui sont l'évacuation du Koweït et la libération des otages. Il y a les deux préalables. Je suis pour l'évacuation du Koweït. Ça a été dit très clairement. Je suis pour l'évacuation du Koweït. Non, l'évacuation. L'évacuation, M. Perrault, et la libération. Non, je l'entends beaucoup. Le président de la République était exact, à l'ONU, il a parlé d'intention. Il a parlé de l'intention. Alors vous pensez, donc ça veut dire que vous, en tout cas, vous souhaitez que ce soit seulement l'intention. C'est-à-dire les bonnes paroles et on en reste là. Attendez, on arrête un instant. De votre président. Je voudrais dire par rapport à ce qu'a dit M. Benbella, je crois qu'il a dit des choses tout à fait lourdes. Il a dit un ordre arabe. Moi je dis un ordre qui n'est ni arabe ni occidental, qui est l'ordre international. La volonté des Nations Unies. Pour nous, ce n'est pas accessoire. C'est un fait considérable, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure et j'y insiste. C'est le fait majeur que nous sommes en train de vivre. Et si nous gaspillons cette chance en laissant faire, alors nous compromettons cette chance pour la paix. Monsieur Benbella, vous allez parler. Alors vous dites un mot et ensuite Bernard-Henri Lévy vous répond. Mais soyez gentil, soyez bref. C'est la seule chose que je demande. Je suis très gentil, j'ai été trop gentil parce que quand ils sont intervenus, je n'ai jamais pu intervenir d'ici. Mais chacun est intervenu à son tour. Vous intervenez maintenant. Allez-y. Vous ne pouvez pas... Non, attendez, Monsieur Benbella, quand même, acceptez quand même que ici, vous ne pouvez pas considérer que vous êtes tout seul contre le plateau d'ici. Vous faites partie... Pas du tout, non, je n'ai pas dit ça. Voilà, il y a le courant qui est favorable à la paix et le courant qui est favorable à une intervention, mais il est également représenté. Alors, il est même légèrement plutôt surreprésenté. Alors, je voudrais quand même que Bernard-Henri Lévy puisse vous répondre parce qu'il le souhaite depuis 5 minutes et vous lui répondrez. Non, c'est pas répondre. Je voulais juste poser une question à M. Benbella, parce que je vous ai écouté très attentivement, notamment sur la question des armes nucléaires, tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous vous souvenez de l'interview que vous avez donnée il y a quelques années à une revue française qui s'appelle Politique Internationale? Parce que moi, je l'ai là sous les yeux, comme je savais qu'on se verrait ce soir par écran interposé, j'ai pris ça dans ma bibliothèque. Et alors, on vous demandait, dans cette interview, si un jour vous accepteriez l'existence d'Israël au Proche-Orient. Et vous répondiez... Au risque de vous choquer, je vais vous dire une chose que l'on n'entend plus guère, jamais les Arabes n'accepteront le fait sioniste. Ensuite, on vous demandait... Quelle année 1982. Vous préconisez donc la guerre jusqu'à la destruction de l'État d'Israël. Et vous répondiez, il y aura toujours un musulman qui se lèvera pour liquider les traîtres, car certains dirigeants arabes peuvent se rendre à Jérusalem, cela ne changera rien. On vous demandait ensuite plutôt l'apocalypse nucléaire que le fait israélien, et vous répondiez, écoutez, excusez-moi, l'interview est là. Plutôt l'apocalypse nucléaire que le fait israélien, vous répondiez sans aucun doute. Sans aucun doute. Alors je vous pose simplement la question, est-ce que vous avez changé d'avis sur ce point? Non, je n'ai jamais dit ça. Attendez, vous ne l'avez jamais démenti, c'est le numéro. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a unanimité pour dire qu'avec Israël, on est enfin au fond du problème. Voilà. S'il n'y avait pas Israël, Saddam Hussein aurait tout de même serait intervenu au Koweït. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il existe Israël, ou même parce qu'il y a un problème palestinien, que les Irakiens sont intervenus au Koweït. Mais s'il n'y avait pas le problème palestinien, il n'aurait pas autant de soutien. Monsieur Benbella, est-ce que vous considérez en effet que le problème d'Israël et sa présence au Proche-Orient est le cœur du problème? Est-ce que ça a un lien quelconque avec l'affaire du Koweït? Est-ce que vous êtes toujours prêt à dire l'apocalypse nucléaire sans aucun doute? Ce que vous avez dit là-dessus tout à l'heure, laissez-moi parler. Oui, monsieur. Oui, on vous écoute. Laissez-moi parler, personne ne m'écoute. Nous vous écoutons, tout le monde vous écoute. Alors voilà. D'abord, je vais répondre à M. Lévy, n'est-ce pas, Bernard Lévy? Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que s'il fallait user de la bombe atomique
pour combattre Israël, il ne fallait pas hésiter à le faire. Je dis et je répète, il n'y a pas de cause sacrée avec l'usage d'une bombe atomique. Que je sache, il n'y a pas un pays arabe qui ait une bombe atomique, jusqu'aujourd'hui. C'est Israël qui a 100 et quelques bombes. Je ne pense pas qu'elle les ait mises là uniquement pour qu'elles restent dans une chambre froide. Mais est-ce que c'est le cœur du problème? Alors écoutez, est-ce que c'est le cœur du problème? Laissez-moi terminer. Oui, mais je n'ai jamais dit ça. Ici. Je n'ai jamais dit cela. Je dis qu'il n'y a pas de cause sacrée à défendre avec l'usage ou des produits chimiques, j'ajoute. Je n'ai jamais dit cela. C'était absolument... Il faudra que vous démentiez alors. Je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit que nous avons toujours vécu dans notre histoire avec des juifs, que nous sommes cousins. Mais qu'il y a des problèmes politiques et que ces problèmes politiques sont graves. C'est le cas. C'est le cas. Je n'ai jamais dit cela. Alors, je reviens, je ne veux pas utiliser une polémique à ce sujet. Oui, non, je m'attendais c'était simplement savoir, M. Benbella, si c'est le cœur du problème ou pas. Jean-Bernard Lévy, je m'attendais à cette question. Alors, je vous réponds. Alors, voilà. Je pense qu'il faut parier pour la paix, qu'il y a des chances pour la paix, qu'il y a déjà des contacts qui ont été pris. Je pense que ce qu'a dit le président Mitterrand est extrêmement intelligent et ouvre la voie à des discussions pour la paix. Il faut que l'Irak sorte du Koweït, mais il faut prendre le film, il faut le prendre au commencement. Pourquoi l'Irak a occupé le Koweït? Je dirais que jamais un gouvernement irakien n'a accepté les frontières entre le Koweït et l'Irak. Parce qu'il y a 40 ans, le Koweït était l'Irak. Ce n'était pas un émirat, c'était un sheikha, une sous-préfecture de Basra, de la wilaya d'Al-Basra. Le Koweït est Koweït parce qu'il y a du pétrole. Il n'y aurait pas de pétrole, ce serait le détroit de Gibraltar, avec moins encore d'importance stratégique. Donc c'est légitime. Donc alors, la revendication sur le Koweït est légitime. Je pense qu'il faut dérouler, il faut demander au Koweït quelles étaient ses prétentions, quelles étaient ses exigences, quelles étaient ses demandes avant qu'il n'occupe le Koweït. C'est le seul régime irakien qui a accepté le Koweït. C'est le seul. Bon, il faut demander ça. Je pense que cette dame vous dira ceci. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait la guerre pour tous les Émirats contre le danger de l'Iran. C'est moi qui a supporté, qui a payé le prix du sang. Mon pays est totalement détruit. J'ai 80 milliards de dollars de dettes. J'ai 1 million d'hommes qui ont été mobilisés. Et on me demande aujourd'hui que la guerre est finie, que je l'ai faite. On a puisé aussi, attention, on a puisé aussi inconsidérément dans une région qui était, disons, qui était frontalière et qui, semble-t-il, appartiendrait, les puits appartiendraient à l'Irak. On a puisé inconsidérablement. Il a demandé disons, qu'il y ait des réajustements, qu'on lui paye 2,5 milliards de dollars en considération, disons, de ce pétrole qui a été... Monsieur Benbella, je vous demande de conclure parce qu'on avance dans l'émission maintenant. Oui, alors d'accord. Moi je pense qu'il faut lui demander donc quelles étaient à ce moment-là ces demandes et qu'il faut négocier de cela et qu'il fasse une déclaration d'intention, comme l'a dit M. Mitterrand, et non pas qu'il dise je sors du Koweït sans autre considération. Je pense que ce n'est pas... Donc négocier avec Saddam Hussein, c'est en effet votre position. Voilà, et négocier. Bien. Et c'est possible. Et je dis c'est possible. Bien. Jean-François Kahn. Non, il n'y a pas Enfin, il y a peut-être, j'en sais rien, en ce qui me concerne, je ne suis pas un partisan de l'intervention. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est un partisan de l'intervention. Je crois qu'ici, personne n'a dit qu'il était partisan de l'intervention, mais le problème était de savoir si vous étiez capable d'aller jusqu'au bout. Attendez, j'ai essayé de montrer, au contraire, pourquoi, pour sauver la paix, il fallait rétablir le droit. J'en ai discuté avec M. Benbella, avec lequel j'étais en désaccord sur des choses, qui m'a écouté. Et je dis une chose, pourquoi, quand M. Benbella m'écoute ou nous écoute quand je dis ça, et pourquoi aussi ici on n'écoute pas? J'ai très frappé quand vous parliez, monsieur. J'ai peut-être tort ou j'ai peut-être raison.
Moi, je vous écoute, ça m'intéresse ce que vous dites, votre refus de la guerre. Alors écoutez, pourquoi ce refus d'écouter l'autre? Pourquoi ça vaut des claques? Pourquoi du langage du genre, vous vous dites pacifiste? Et qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous? Ça mérite des claques. Non, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et vous, mais vous-même, aussitôt qu'on dit quelque chose, Gilles Perrault, aussitôt qu'on dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous sautez sur votre chaise, etc. Mais écoutez ce qu'on dit. Je me sentais à l'infériorité numérique. Gilles Perrault, je vous assure, ce que je dis n'est pas forcément totalement idiot. Vous n'avez pas forcément totalement raison. Vous vous êtes beaucoup trompé. Le Pen à Marseille. Vous vous êtes beaucoup trompé. Vous vous êtes énormément trompé. Alors soyez modeste là-dessus. Je vous assure que ce que j'ai essayé de dire et qu'il y ait une défense de la paix demain, je l'ai dit, ça mérite qu'on y réfléchisse et pas qu'on rigole comme ça. Je ne rigole pas, mon bon frère Kahn. Je vous écoute avec compassion. Eh bien voilà, une famille retrouvée. André Giraud, vous avez été silencieux. Moi, je voudrais savoir... Quant à la question, pourquoi on a donné, pourquoi on a donné toutes ces armes à ce monsieur? Pourquoi la France a-t-elle complètement inondé? Là, Ben Bella a raison. Quand Ben Bella dit « Mais vous êtes responsable, arrêtez d'inonder vos armes dans ce pays, arrêtez de submerger les pays arabes avec vos armes », il a raison. Pourquoi vous avez fait ça? Bon, Jean-François Kahn, de toute façon, on s'approche de la fin de ce débat. André Giraud, je voudrais vous écouter peut-être sur cette dernière interpellation, peut-être aussi sur ce que vient de dire M. Ben Bella. Pour les armes, d'une façon générale, au lieu de faire des écoles. Absolument. Ça, Thierry Mercier-Kahn sera d'accord avec vous. Je croyais que vous étiez partisan de la fermeté pour maintenir la paix. Mais je ne suis pas partisan du surarmement pour n'importe quoi. Figurez-vous qu'il faut avoir une défense. Je ne suis pas partisan de construire des fusées pour lancer sur Varsovie. Vous êtes en André Giraud, je voudrais savoir ce que vous pensez de l'intervention de M. Ben Bella, qui nous explique les raisons pour lesquelles Saddam Hussein a envahi le Koweït, donc les raisons d'une compréhension nécessaire vis-à-vis de Saddam Hussein. Je voudrais savoir, et c'est ma seule question, si c'est ou non loin de votre position ou pas. Moi, je pense, n'est-ce pas, que notre problème, c'est d'avoir un Moyen-Orient stable et en paix. C'est l'intérêt d'Israël, c'est l'intérêt des Arabes, c'est l'intérêt de l'Occident, c'est l'intérêt du Japon, c'est l'intérêt de tout le monde. Bon. Est-ce que ça suppose donc la négociation pour cet objectif-là? Alors, premièrement, il faut se dire qu'il y aura 30% d'islamistes dans la population mondiale dans 30 ans. Bien. C'est un élément fondamental. La culture islamique est une culture noble et je pense qu'il faut que nous essayons de la comprendre et que l'un de nos objectifs, c'est de faire coïncider la culture, coexister, si possible amicalement, la culture judéo-chrétienne et la culture islamique. C'est un objectif que tout homme d'État devrait avoir, je pense, dans l'avenir. Deuxièmement, nous savons en effet que le pétrole, bon, on prononce ce mot en ayant l'air d'être maudit, mais vous allez prendre votre voiture tout à l'heure en quittant le studio. Le pétrole, c'est une denrée fondamentale de la civilisation. Or, autant qu'on puisse le prévoir, l'économie des États-Unis, et ce jeune homme est bien informé, dépendra complètement, en effet, de façon vitale, de l'approvisionnement pétrolier du Moyen-Orient. L'économie européenne aussi, l'économie du Japon aussi. Ce qui veut dire, et donc nous devons avoir, il est de notre intérêt essentiel que nous ayons la paix là-bas. Ensuite, nous ne sommes pas ici des racistes, nous ne voulons pas faire assurer la supériorité d'un tel sur tel autre. Nous savons qu'il y a un problème d'Israël, nous savons qu'il y a un problème de Palestiniens, nous savons qu'il y a des gens qui souffrent au Liban et nous avons tous envie que cette question se règle. Alors je crois que dire un préalable, on va déclencher des armadas, etc., tirer des coups de canon, tuer des gens, etc., pour rétablir une frontière, puis après on verra ce qu'on fait, moi je n'en suis pas. Je dis que c'est un problème beaucoup plus large et qu'il faut avoir une vision, je dirais, assez ample sur l'ensemble de ces problèmes, parce qu'autrement, effectivement, nous aurons la guerre et nous serons ramenés en arrière. Est-ce que je peux juste d'un mot déduire, est-ce que je peux juste d'un mot déduire de ce que vous venez de dire? Vous dites qu'il ne suffit pas de dire on rétablit la frontière, on négocie après. Donc, pour l'instant, on négocie d'abord et on voit pour les frontières? Non, je crois qu'il faut en effet adopter une attitude, comme disait M. Popren, de fermeté. Je crois. Bien, ça c'est vrai. Bien. Alors, oui, on est d'accord, mais enfin, il y a... Oui, on va pas revenir en arrière. On va plusieurs façons de faire. On ne revient pas en arrière, on a compris. Où est la différence? Nous sommes coincés dans une situation où
ouvertement, il n'est pas possible de résoudre le problème par la négociation parce qu'on s'est placé dans une situation stupide au début. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par conséquent, je pense que la solution ne peut être préparée que souterrainement, par effectivement des intermédiaires, de telle sorte que si on la trouve, et j'espère qu'on peut en trouver une, je crois qu'on peut en trouver une, on prévoit aussi les gestes de désescalade qui feront que les uns et les autres ne perdront pas la face. Je ne vois pas d'autre solution. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, je suis tout à fait... Simplement, la question, si Saddam Hussein ne veut pas, c'est la seule question. Et en l'état actuel... Mais c'est la seule question. Si Saddam Hussein ne veut pas, on est tous d'accord entre nous. Et en l'état actuel, c'est toute la question, M. Giraud. C'est qu'en l'état actuel, tout indique, j'ai encore entendu ce soir le discours d'un haut responsable irakien, en l'état actuel, il ne veut pas. J'entendais notre ami dire l'engrenage. Mais qui a mis en mouvement l'engrenage? C'est toute la question. Il faut donc que l'agression ne paie pas. Il faut que l'agression soit repoussée, soit sanctionnée. Et à partir de là, M. Giraud, vous l'avez dit, la fermeté. La fermeté, c'est-à-dire... Non, mais la fermeté, elle s'exerce avec un moyen pratique. Quel est le moyen? Pas la mienne. Mais on ne peut pas Attendez. Un mot de Thierry Mercica qui voulait... que personne ne veut répondre à cette question quand même. Moi, je reviens de Palestine, là. J'ai passé plusieurs cette question, vous allez voir. Ce que vous appelez la Palestine, très exactement, c'est... La Cisjordanie et Gaza, la Palestine, c'est un État. Aujourd'hui. Pas encore. Il y a un certain nombre de gens qui le souhaitent. Moi, je me bats avec les jeunes de mon pays pour que ça devienne un État. Je reviens de Palestine. Les jeunes là-bas, ils disent nous, on veut pas de fusils, nous, on veut pas de canons. On veut simplement, par des pressions économiques, par la solidarité internationale, obtenir notre droit à vivre dans notre pays dignement. Je vois pas pourquoi. Et ça, c'est. On s'est éloigné du cœur du débat. Quand même. Bernard-Henri Lévy, Gilles Perrault. Pourquoi vous répondez pas à ma question? Que s'il y a occupation, cher ami, c'est parce qu'en 67, il y a eu agression. Bien, maintenant, je vais vous demander... faire l'impasse là-dessus. Jean-François Kahn, il sera noté par le greffier de ce débat qu'on n'a pas répondu à votre question, selon laquelle quel est le moyen de la fermeté? Mais c'est pas accepté par Israël. Je dis si Saddam Hussein par les pays arabes. Vous précisez quand même, à propos de ce que dit ce jeune homme, il est exact qu'en 48, il y a eu une résolution portant création d'un État palestinien, mais il faut préciser, vous ne le savez peut-être pas, que ce jour-là, Israël a accepté la dite résolution et que l'ensemble des pays arabes l'ont refusée. Moi, je voudrais simplement, Anne Sinclair, rappeler un très beau texte dont je recommande la lecture à tous les téléspectateurs. C'est un texte des surréalistes, en 1938, qui ont fait un texte qui s'appelait « La mobilisation contre la guerre n'est pas la paix ». Et je crois que c'est profondément vrai. La paix, c'est quelque chose de plus compliqué que le pacifisme béat et bélant qui se contente de dire « on ne veut pas la guerre et la guerre est une connerie ». La guerre est une connerie et la paix à tout prix est également une connerie. La vraie question, c'est qu'est-ce qui préserve la démocratie? Gilles Perrault, rapidement, parce que chacun conclut. Très rapidement. La solution de bon sens, c'est évidemment M. Giraud qui l'a esquissé, qui l'a envisagé. On est dans une région donnée, à un moment donné. On n'est plus du temps des surréalistes, on n'est plus en 1940. Dans une région donnée, dans une région donnée, à un moment donné, il faut lier tous les problèmes ensemble. Et quand Jean-François Kahn dit, mais il ne veut pas partir, mais il a dit qu'il partirait. Si le Liban retrouvait sa souveraineté, si la Syrie évacuée, si les Israéliens évacuaient les territoires occupés. Or, tout cela correspond à des résolutions des Nations Unies. Tout cela correspond au droit international que vous voulez défendre. Alors, je le demande, est-ce que ça n'est pas l'occasion, je crois l'avoir dit précédemment, de réunir cette grande conférence internationale? La France le souhaitait, l'Union soviétique, du temps qu'il y avait une Union soviétique, le souhaitait, pour essayer de lier tous ces problèmes et de trouver une solution globale. Au risque de vous décevoir, je ne pense pas personnellement qu'une conférence internationale publique soit la vraie solution. Je crois que comme toujours, dans les situations très difficiles, ce sont des contacts diplomatiques qui peuvent préparer la solution et la façon de l'accepter. Et en effet, je suis d'accord avec M. Popret, il ne faut pas que ça apparaisse comme une victoire de l'agresseur, mais il faut quand même que ça apparaisse comme quelque chose qui réserve la dignité des gens qui sont là-bas. Basma Darwish, un mot, et Marie-France Garot. Oui,
Je pense que la composante israélienne est effectivement extrêmement importante dans cette crise. Je voudrais simplement On a eu le sentiment d'ailleurs que ça devenait le cœur du débat. Elle peut devenir le cœur du débat, c'est tout à fait dans l'intérêt de Saddam Hussein d'en faire le cœur du débat. Et il arrive à trouver un écho pour cela, il faut se demander pourquoi. J'ai envie de répondre d'abord à Bernard-Henri Lévy. En 1947, les Arabes ont refusé un plan, il fallait le temps de digérer ce choc. Ils ont mis 40 ans. 40 ans plus tard, ils ont digéré le choc. Ils ont accepté un État palestinien à côté de celui d'Israël. Et puis, 3 ans, bilan de 3 ans de stratégie de paix négatif. Et c'est cela qu'utilise aujourd'hui Saddam Hussein, c'est cela qui permet à Saddam Hussein de bercer les Arabes d'illusions. Les Arabes ne sont pas des gens extrémistes de nature. Si on arrive à développer chez eux une motivation politique et économique pour qu'ils collaborent avec l'Occident, pour qu'ils travaillent normalement et pour qu'en fait ils se comportent de façon modérée, eh bien ces gens-là ont envie de consommer, de commercer, de vivre normalement. Et aux côtés d'Israël, si le commerce et le travail peut fonctionner avec cet État-là, pourquoi pas? Mais je crois qu'il faut commencer par leur dire la modération, ça peut finir par payer. Et là, je crois qu'on arrivera à désamorcer cet extrémisme arabe et les soutiens de Saddam Hussein. Marie-France Garot, un dernier mot, parce que nous arrivons au terme du débat. Je voudrais juste faire remarquer que le débat a commencé sur le point de savoir si on était prêt ou non à faire la guerre si Saddam Hussein ne se retirait pas du Koweït, et que le débat s'est déplacé pour visiblement le débat général sur l'ensemble du Proche-Orient et notamment sur l'existence de l'État d'Israël et sa cohabitation avec un État palestinien. L'évacuation des territoires occupés, ça n'est pas l'existence d'Israël. Je voudrais dire deux choses. Là, écoutez, si vous permettez une seconde. Je crois qu'il faudra dernier mot, j'en peux prendre très rapide. Parce avec que l'hypocrisie sur ce point. Tout le monde sait, étant donné la configuration géographique, que pour cet État, s'il perd une guerre, il perd l'existence, à la différence des autres. Ce n'est pas seulement un problème de frontières. Donc, battons-nous pour la paix. Mais gardons ça en tête quand on parle de la solution. Marie-France Garot, non. Gilles Perrault et Jean Popel, non. Marie-France Garot. Marie-France Garot. Non, je vous ai... Marie-France Garot, vous avez le privilège de terminer. On a commencé avec l'hypocrisie, on termine avec l'hypocrisie. À vous, je vais rectifier ce que vous voulez dire. D'abord, au cours de ce débat, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé beaucoup dans le sondage rue que vous avez fait. C'est la réflexion de cet homme qui d'ailleurs a fait sourire. Moi, je m'attacherais bien de la dynamite autour de moi et si Saddam Hussein me demande, je me ferai sauter. Qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre irano-irakienne? Il s'est passé que l'Iran n'a pas été battu parce que, peut-être d'une manière stupide, mais d'une manière héroïque, il y a des gens qui se sont fait tuer. Au fond, pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre pour sa foi, pour son fils ou pour la terre, c'est-à-dire pour se nourrir. Et je crois qu'actuellement nous sommes confrontés, Ben Bella l'a marqué, à une renaissance d'une vigueur arabe qui est un vrai problème. Je crois que ce problème ne s'arrêtera pas avec l'affaire du Koweït. Je crois qu'il va y avoir une négociation sur le Koweït. Et que Saddam Hussein ne perdra pas la face. Vous avez d'ailleurs dit, il nous fera manger notre chapeau. Mais bien sûr, il nous promène depuis deux mois. Bien sûr qu'il nous promène depuis 2 mois, ça saute aux yeux. Et on voit bien quelle est à peu près la négociation. Peut-être même il y aura des élections au Koweït. Quoi de plus démocratique que des élections? Malheureusement, tous les Koweïtis sont maintenant des Irakiens. Alors avec un peu de chance, ils voteront le rattachement du Koweït à l'Irak. Ça, faut pas regretter qu'il y ait des élections. Ce sont des palinodies dans un pays. Ce sont des palinodies de diplomates. Nous savons très bien ce que veut Saddam Hussein. Il veut garder les 2 îles, il veut garder son armée, il veut garder ses armes, mais il ne veut pas perdre la face. Bon, et nous, qu'est-ce que nous voulons? Je vous demande de conclure là-dessus. Il n'acceptera une négociation que s'il garde ça. Et s'il garde ça, demain, nous serons dans un autre conflit. C'est toujours la même chose. Tout le monde veut la paix. Seulement si on ne prévoit pas 10 coups avant, et c'est l'action des gouvernants, ce qui engendrera un conflit plus grave plus tard, on est toujours soumis. Marie-France Garot, merci. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. Merci, monsieur Ben Bella. La liaison avec Alger n'était pas simple, mais je crois que vous avez quand même pu vous exprimer largement. Merci à vous tous. Vous avez vu que sur cette question, je crois que c'est probablement la plus chaude qui soit en ce moment en France. Les débats sont pour le moins contradictoires et contrastés. Merci à tous. Rendez-vous, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche 7/7 où je recevrai